Bien, nous allons commencer maintenant par la création d'objets primitifs. Alors, par défaut, créer 3D, standard primitif. On a ici différents types d'autres objets, mais ce n'est pas le moment. On va voir les standards primitifs. Dans les standards primitifs, vous avez les boîtes, les cônes, deux types de sphères, des cylindres, des tubes, des torus, des pyramides, des tripodes, des plans. Ok. Bon, bien sûr, le but, et vous commencez à me connaître, c'est d'apprendre à apprendre. Donc on ne va pas tout détailler, sinon vous allez acheter un DVD qui fait 20 heures, mais il n'y aura que 5 heures de constructif. Donc c'est pas tout à fait le but. Je vais revenir sur mes couleurs et demander d'assigner un randomise couleur pour qu'on voit un peu mieux les différents types d'objets, sans plus. Lorsque vous créez une boîte, vous n'avez pas grand-chose. Simplement que la hauteur, ok, nous avons déjà vu ça, et le nombre de segments. Pour voir correctement le nombre de segments, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer sur F4 lorsque maintenant nous allons commencer à créer les objets pour qu'on voit les segments dessinés par-dessus le lissage et le reflet. Je vais agrandir cette vue. Très bien. Je peux générer automatiquement les coordonnées de mapping, c'est-à-dire que cet objet primitif sera capable de recevoir automatiquement les images, soit déposées par l'explorateur de Windows ou via l'éditeur de matériaux que nous n'avons pas encore vu. Real World Map Size, c'est surtout pour les architectes, c'est-à-dire que la taille de la texture va s'adapter réellement à la taille de l'objet. N'oubliez pas de vérifier bien Unit Setup. Regardez, mon cube fait quand même déjà 2,50 m. Bien. Keyport vous permet de rentrer au clavier différents principes, la hauteur, etc. du cube. Attention, lorsque vous désélectionnez l'objet, ce que vous faites n'aura plus d'effet sur l'objet. Il faut venir dans Modifier pour pouvoir changer ses aspects. Le keyboard, les entrées keyboard d'un objet ou autre, c'est avant sa création. Donc lorsqu'il est créé, c'est un peu fichu. C'est surtout pour le suivant. Bien. Généralement, on utilise rarement, sauf je veux dire les personnes d'architecture ou autres qui aiment bien beaucoup de précision. Vous avez une boîte en création libre sur les proportions, où vous avez la gestion d'un cube automatique. Vous pouvez remarquer que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, lorsque vous basculez en déplacement, c'est-à-dire Move, le point pivot se trouve à la base. Le point pivot est toujours tributaire de la création de l'objet, c'est-à-dire du bas vers le haut. Attention, je suis en mode cube, box, du bas vers le haut. Dans ce cas-là, le point pivot se retrouvera à la base de l'objet. Bien, box, du bas vers le haut. Vous remarquez aussi qu'il garde l'historique du nombre de segments. Cône, du bas vers le haut. Et puis, je maintiens la souris et je détermine la pointe. Remarquez, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas dramatique. Vous pouvez créer et arrêter tout de suite la création. OK, voilà, même si ce n'est pas au point. En effet, n'oubliez pas de créer rapidement afin de retourner dans Modifier. Pensez à la rapidité en termes de production. La première phase créée forcément le point pivot, exactement à l'instar de la boîte. Alors créez rapidement parce que vous pouvez changer après la taille du dessous, la première phase créée, et la taille du dessus. Donc vous pouvez comme ça rapidement faire votre cône. Le nombre de segments en hauteur et le nombre de segments sur le couvercle. Dans ce cas-ci, nous n'avons qu'un seul couvercle, c'est en bas. Si vous avez deux couvercles, c'est-à-dire que le haut n'est pas égal à 0 mais plus, le cap segment s'adapte en haut et en bas, tout simplement. Le tour, le nombre de segments autour. Lisser ou non. Qu'est-ce que le lissage? Alors ça, c'est assez intéressant. Le lissage, c'est la manière dont la lumière passe de face en face. Pour une meilleure compréhension, je vais appuyer sur F4 pour enlever la subdivision. Et on remarque que l'objet n'est pas lissé, c'est-à-dire que la lumière ne passe pas correctement de face en face. La théorie du lissage, on le verra par la suite, avec le smooth et les normales. Smooth, la lumière passe correctement de face en face. Bien. Slice on, c'est vous permettre de couper votre cylindre du début en fin. Si je réduis son cylindre, pardon, c'est un cône. Si je réduis comme ça la taille, ok, ça nous donne des aspects assez intéressants pour faire par exemple une présentation graphique. Il est à noter que toutes les transformations que vous faites
sont sans aucun problème animables. En effet, si vous cliquez sur AutoKey que vous positionnez sur la ligne du temps, toutes les modes de création sont entièrement animables. Le nombre de côtés, le slice, ok, le segment du bas, le segment du haut et sa hauteur. Et on retrouve comme ça toutes ces valeurs entièrement animées. Il suffit tout simplement de cliquer sur AutoKey. Donc faites très attention si AutoKey est actif. N'oubliez pas que vous créez des clés sur tout. Les clés, ce sont les termes d'animation. Les clés sont symbolisées par des couleurs rouges. C'est en fait chaque étape de l'animation. L'ordinateur calcule toutes les étapes intermédiaires. On parle donc dans ce cas-ci de keyframing. Ce n'est pas le but bien sûr, mais bon, tant qu'à faire, autant se cultiver un petit peu. Je vais supprimer cet objet, je vais continuer mon aventure dans Créer, Standard primitif. Sphère. Vous avez une sphère et une seconde sphère. Je dirais qu'il y a la différence entre les deux sphères. A priori, aucune. Pas du tout. Si j'appuie sur F4, je me rends compte que j'ai une sphère constituée ici de rectangles, ou de carrés, ou de triangles. En effet, au fur et à mesure que je me rapproche du noyau de soudage des deux extrémités, les carrés ne pouvant plus rester carrés se transforment progressivement en rectangles, puis par la suite en triangles. Ce qui peut être fâcheux pour certains aspects. Dans ce cas-ci, la sphère est constituée uniquement de triangles, toutes les faces sont donc égales. La première sphère s'appelle sphère et la seconde géosphère. Observons de plus près la création des sphères. Je vais faire un reset de ma scène et je vais créer une sphère. À la création de la sphère, si je fais Move, vous remarquerez que le point pivot se retrouve au centre de la sphère. Vous pouvez modifier et demander que le pivot soit à la base, ce qui permet comme ça d'avoir le pivot positionné à la base de la sphère par rapport à son ordre de création. Et ça influence comme ça toutes les transformations. Pour rappel, les transformations, c'est position, rotation, échelle. Vous pouvez penser à ce processus avant sphère, activer base to pivot pour que le pivot de la sphère se fasse toujours en bas. Ce qui est intéressant lorsqu'on va utiliser par exemple l'autogrid pour que toutes les sphères soient bien positionnées. En effet, si vous oubliez base to pivot et que vous activez autogrid, à ce moment-là, ce sera par rapport à l'intérieur, au centre de la sphère, et on aura comme ça une pénétration puisque le pivot est au centre de la sphère. Donc base to pivot est assez intéressant. Je vais enlever autogrid. Autre chose dans la sphère d'assez intéressant, hémisphère. On peut toujours le faire après ou avant. Je vais le faire après pour qu'on comprenne un peu mieux. C'est simplement une sphère qui est en demi. Et on a ici les proportions. 0,5 étant tout à fait la moitié. Et forcément, au-delà ou en deçà de 0,5, vous modifiez. On a ici le 0,5 en hémisphère qui coupe. Le squash, est un autre principe. Après, on a aussi le slice. Le slice, quant à lui, permet de couper la sphère. Donc on voit bien ici, exactement comme on avait vu avec le cône auparavant. Tous ces paramètres peuvent être pensés avant la création. Hémisphère, je vais rentrer au clavier 0,5, je clique, voilà. Et j'ai comme ça des demi-sphères. Oups, ne pas oublier de remettre le paramètre. Ok, cylindre, comme son nom l'indique, c'est un cylindre. On retrouve exactement toujours les mêmes paramètres. Tube, premier cercle, deuxième cercle pour faire l'épaisseur et l'élévation. On retrouve donc toujours le même processus. En effet, pour rappel, le processus est celui-ci. On crée d'abord les faces qui vont être élevées, c'est-à-dire les faces intérieures. Puis par la suite, on fait l'élévation. Autrement dit, d'abord, comme c'est un tube, les deux cercles concentriques, puis l'élévation. Et on peut après, par la suite, retourner dans Modifier et modifier à loisir
les paramètres de l'objet. Donc ne perdez pas de temps à essayer d'être parfait au début, puisque par la suite, vous pouvez revenir dans Modifier. Je reviens dans Créer. Tube torus, c'est une bouée, avec toujours le même principe. Pyramide, bah écoutez, voilà, et on peut changer comme ça le nombre de segments. Regardez un petit peu à quoi ça correspond, les tailles. Ok, ne pas oublier que si vous modifiez le nombre de segments, appuyez sur F4 pour les voir, sinon vous n'allez pas tout bien comprendre. Tipote, nous avons déjà fait joujou avec, et la tipote a des choses particulières, voir ou non le corps, la anse, le bec verseur ou le couvercle. Très bien, ainsi que le nombre de segments. N'oubliez pas qu'au maximum, on obtient une face de 250 000, enfin un objet avec 250 000 faces. Il y a une particularité par contre, c'est le plan. Le plan est très intéressant parce qu'il était développé au départ sous un OS qui s'appelait le DOS, et c'était pour le jeu. Lorsque je fais un plan, j'ai des segments. Je vais appuyer sur ici, les segments 4, 4, très bien. Mais regardez par contre, j'ai ici la taille du segment, du plan, et j'ai ici Render Multiplier. Si vous faites Shift Q, vous avez le plan qui est égal à ce que vous voyez dans la vue. Si dans le Render Multiplier, je mets par exemple 2, si je fais Shift Q, le plan est 2 fois plus grand. Je vais dans Modifier. Si je fais 3 et que je fais Shift Q, il est 3 fois plus grand. Et ainsi de suite. Donc, si je fais 20 par exemple, donc je mets le chiffre 20, je valide avec Enter, curseur de droite dans la vue, pour désactiver l'entrée au clavier, et j'ai mon plan qui est au rendu 20 fois plus grand. Ce qui est très intéressant pour faire des étendues d'eau, on verra par la suite bien sûr tout ça, surtout dans le cas des lumières, des étendues d'eau ou autres, plus grandes que dans la scène, ce qui m'évite comme ça d'alourdir. C'était un principe qui était utilisé pour le jeu. Attention, si vous faites une surface qui est 20 fois plus grande, je vais mettre des segments qui sont par exemple 2 et 2 pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Mon plan est divisé ici en 2 segments de chaque côté. On peut appeler ça, on va dire, en X et en Y, vu que c'est de la 2D. Lorsque je fais un rendu, voici mon plan. La densité est égale à 1 alors qu'il est 20 fois plus grand. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la densité de la subdivision est égale à celui de la vue. Autrement dit, même si la distance est 20 fois plus grande, la subdivision est toujours identique. Autrement dit, il n'y aura pas plus de subdivision au rendu. Ce qui des fois est un peu fâcheux lorsque ce plan subit des déformations, comme par exemple des vagues. Il va être impossible de déformer les vagues du plan parce que le plan n'a pas de segment à cet endroit. Les segments ne sont que ici. Donc, si vous voulez le même nombre de segments au rendu, vous devez multiplier aussi la densité par 20. Évidemment, dans ce cas-là, voilà le total des faces. Et lorsque vous faites un rendu, c'est forcément un peu plus long. Ne perdez donc pas de vue ce principe. Nous venons de voir donc quoi? Tout simplement les formes primitives, avec une particularité pour le plan, et surtout différents types d'options. À retenir donc, lorsque vous créez une forme, si vous n'êtes pas complètement satisfait, ne perdez pas de temps, allez directement dans Modifier afin de changer sa taille, ses attributs. Et si vous voulez réaligner rapidement, n'oubliez pas dans Edit, Transform Toolbox, Center Object, directement il se repositionne au centre de la vue.